Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, on a une deuxième table ronde. Celle-ci donc, c'est sur le thème donc, du Covid et comment les labs en entreprise et les Fab Labs ont pu jouer un rôle dans cette crise sanitaire en produisant, on le verra, soit des masques, soit des visières. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives et donc on a plusieurs intervenants qui vont nous transcrire ça. Donc moi-même, donc Nicolas Lasseb, donc je suis président du Fab Lab Artilect, qui vient juste de déménager donc, au centre-ville, rue Trépierre. Et donc pour cette journée, on est en partenariat donc, avec la Mêlée. Habituellement, on fait un Fab Lab Festival que l'on fait au mois de mai. Et donc cette année, on n'a pas eu de Fab Lab Festival. Donc on s'est dit, on va quand même faire une demi-journée dans le cadre de la Mêlée pour marquer le coup. Et donc parmi les intervenants, donc, il y a Antoine Ruiz Scorletti, donc tu es chef de projet au Rose Lab. C'est ça, responsable du Rose Lab. Responsable du Rose Lab et impliqué dans le réseau des Fab Labs français et d'Occitanie. Donc, on a aussi donc, Jean-Michel Rogero d'Airbus et qui est donc au Fab Lab aussi, donc qui a produit des masques à l'initiative aussi de Christophe Debar qui est au Protospace d'Airbus. Donc je pense qu'ils nous décriront leur collaboration tous les deux durant cette crise du Covid. On aura Neil Gershenfeld donc, qui est professeur au MIT et donc qui est l'initiateur du mouvement Fab Lab, qui sera avec Cheryl Lassiter et donc qui nous présentera les Fab Labs donc, dès qu'il sera connecté donc, à 16h et l'impact qu'ont pu aussi avoir les Fab Labs donc, dans cette crise. Donc ça, ce sera par contre en anglais. Et après, à partir de 17h, on aura Frédéric Vacher de Dassault Systèmes, qui est responsable d'innovation de Dassault Systèmes et qui a mis en place toute une plateforme aussi au sein de l'entreprise pour initier des projets donc, sur cette lutte du Covid. Quoi. Donc plusieurs initiatives donc, qui ont eu lieu un peu partout dans des entreprises, dans des labs. Et donc le but c'est de regarder comment sont nées ces initiatives, les impacts un peu qu'elles ont eus, et puis voir s'il y a une deuxième vague. Qu'est-ce que ces labs peuvent apporter. Donc le but c'est de discuter de tout ça. Quoi. Alors je ne sais pas si Neil est connecté encore, encore 10 minutes voilà, pour cette introduction. En attendant que Neil se connecte, est-ce que déjà Christophe, est-ce que tu veux présenter ce que vous avez fait au Protospace avec Jean-Michel et puis brièvement sur 5 minutes, et après on aura un échange. Et puis Antoine aussi, c'est les initiatives qui sont faites au sein du Rose Lab. Comment vous avez pris cette initiative et qu'est-ce que le Protospace peut-être, qu'est-ce que vous y faites et aussi le lab en interne. Alors bonjour tout le monde. Donc déjà peut-être une brève introduction de ce qu'est le Protospace d'Airbus. Donc si on résume un petit peu, c'est le Fab Lab d'Airbus. Donc on a des moyens similaires à ceux des Fab Labs, avec peut-être quelques machines un peu plus industrielles, mais le principe est le même, c'est de permettre aux employés en fait, de venir dans un espace qui va leur permettre de transformer leurs idées très rapidement en concept et sur un mode itératif, puisqu'on peut faire beaucoup de choses dans un Fab Lab, on peut se tromper et recommencer. Ça permet à l'innovation chez Airbus de s'accélérer et d'être beaucoup plus efficace. Et surtout de donner la chance à tout le monde de pouvoir innover. Et donc pendant cette crise du Covid, étant un espace type Fab Lab, on a eu énormément de demandes de la plupart des employés qui voulaient faire quelque chose, voulaient contribuer. J'ai reçu en fait plusieurs dizaines de personnes qui voulaient faire quelque chose, mais partaient un petit peu dans toutes les directions. Parfois, il y avait les mêmes idées qui étaient à plusieurs endroits. Et du coup, on a essayé de rationaliser tout ça et de permettre à ces gens de se regrouper, de travailler sur ces mêmes idées ensemble. Et à ce titre-là, on a organisé très rapidement un hackathon
virtuel, puisqu'on était tous confinés à ce moment-là. On a organisé un hackathon qui a réuni plus de 250 personnes, organisé sur 4 jours, 250 connexions le jour J. Et tous ces gens, alors il y avait des gens internes à Airbus, des gens aussi externes, du personnel médical, et les gens ont pu travailler ensemble sur des idées et trouver des solutions, comprendre quels étaient les besoins. Et surtout, on a pu connecter tous les gens qui avaient des idées pour, au lieu de travailler chacun de leur côté, en fait, qu'ils puissent travailler ensemble sur les projets. Et parmi les projets, il y a certains qui sont allés de ton côté pour la fabrication de masques. Tu vas en dire certainement un peu plus. Mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est qu'on a un espace qui permet une agilité, même en période de crise, pour pouvoir trouver des solutions efficaces à des problématiques. Ici, c'était essentiellement le personnel médical, mais on peut faire beaucoup de choses. Peut-être dire. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de ce hackathon, on a cherché qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider. Alors, avec un petit groupe, on s'est dit les masques, c'est important. Donc, on a commencé à fabriquer des masques, et notamment celui que je porte fait partie des concepts sur lesquels on avait travaillé. Donc l'idée, c'était d'avoir une structure imprimée en 3D, et dedans, on met un Kleenex parce que tout le monde en a, et ça filtre plutôt pas mal, en fait. On a regardé différents tissus au microscope, et le Kleenex est très bien. Et en fait, quand on a été mis en contact avec les professionnels de santé, parce que dans les hôpitaux, il y avait des problèmes de masques, c'était une époque où l'apport de masques était tendu. Ils ont dit, vos masques réutilisables, du plastique, machin, on ne sait pas trop les stériliser, ça va être compliqué. On ne sait pas faire. Nous, on a besoin de masques jetables. Par contre, on a du tissu qui est du très bon tissu qui vient de la stérilisation. Et ce tissu, on a commencé à le transformer en masque avec du scotch, des différentes choses, et ça marche moyennement bien, et surtout ils consomment beaucoup de tissu, et il leur fallait, en une après-midi, ils produisaient une 50aine de masques. Et on s'est dit, comment on pourrait faire des masques en beaucoup plus grande quantité. Leur but, c'était à la fin d'en avoir autour de 40 000 par semaine. Donc on a commencé à regarder si on pouvait fabriquer les masques. On a quelques machines à coudre au Fab Lab. Donc on a un groupe qui a commencé à sortir du confinement pour aller au Fab Lab sur les machines à coudre, chercher le tissu du CHU, tester sur les machines à coudre si on pouvait faire un masque. On a pris le modèle AFNOR, on l'a modifié un peu pour qu'il soit plus facile à produire. Et là, on a mis en place en fait toute une mini-usine pendant le début du confinement sur la fabrication de masques. On va voir un peu. Hop, c'est là. Et donc là, on fait le tour du Fab Lab. Alors le Fab Lab, c'était un peu bizarre parce qu'on était en plein déménagement. Donc au début, on commençait à découper les patrons de masques à la main. Donc on les trace sur un truc, et sur une table aspirante qu'on a fabriquée grâce au Protospace d'Airbus. On découpe les masques. Ensuite, on a dû fabriquer une machine infernale pour découper le fil qui fait le nez du masque, qui est du fil frein aéronautique, qu'on découpe en petits bouts et qu'on cintre. On s'est fait des outils. Là, les machines pour découper les masques avaient des batteries qui ne tenaient pas la journée. Donc on s'est fait des supports de batterie pour mettre des plus grosses batteries. On s'est fait l'outil à plier les fils. Et petit à petit, on a eu une petite usine de masques. On n'est pas arrivé à faire 40 000 masques par semaine, mais je pense que la dernière semaine, on a bien sorti 10 à 15 000 masques. Et surtout, derrière, il y avait 300 couturières, enfin couturiers et couturières, il y avait 90% de couturières quand même, qui cousaient les masques bénévolement. Donc on avait toute une logistique. C'est la navette du CHU qui amenait les masques à coudre aux différentes personnes et qui les ramenait pour qu'on puisse les distribuer au CHU. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était en confinement. Oui. Le tout en confinement, et surtout que les premières sorties, je n'avais pas de papier ou quoi que ce soit, donc c'était un peu rock'n'roll.
Et on a réussi à monter tout ça avec le soutien d'Airbus, de la fondation Airbus et du Fab Lab et des bénévoles du Fab Lab qui ont été très précieux là-dedans. Et notamment Prune que vous voyez ici. Et là, c'est Laurent Villeur qui est le responsable du service stérilisation et c'est pour lui qu'on fait ces masques. Et il a mis la main à la pâte aussi. Voilà un peu. Tu voulais, Christophe, rajouter quelque chose? Surtout, une chose, c'est que quand on a un sujet où les gens comprennent le but et qu'il y a une portée que tout le monde comprend, c'est très facile de trouver des choses. Il y a très peu de gens, quand on est allé demander des services, qui nous ont dit non. Tout de suite, les gens ont adhéré et ont aidé. C'était fantastique. C'est ça que je trouve intéressant dans cette période qui était difficile. Hein. C'est toujours dans la difficulté en fait qu'on trouve certaines ressources. Et ici, je trouve qu'on a eu une restauration de cette solidarité qui manque beaucoup dans notre société aujourd'hui. Et ça, c'est le genre d'événement qui fait plaisir et qui redonne un petit peu confiance dans ce qu'on est capable de faire si on a un minimum de moyens, ce qu'ont permis le Fab Lab, et cette ouverture qui permet à ces gens de pouvoir contribuer. Parce que je peux vous garantir que des gens qui veulent redonner du sens et qui veulent faire quelque chose de positif pour la société, il y en a partout. La plupart des gens, en fait, ils savent juste pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et si on leur donne une mission, ils trouvent les ressources, le temps pour venir en aide aux autres. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans ce qu'on a vu pendant cette période, quoi. Je pense qu'on pourra y revenir dessus, mais c'est vrai qu'on a parfois beaucoup de gens qui viennent au Fab Lab et qui se disent j'ai pas forcément d'idées, et ça leur a permis de se dire voilà, là pour le coup il y a quelque chose qui a du sens et qui peut être produit, qui peut être réalisé dans un lab. Pour parler des Fab Labs, normalement, on doit avoir Neil je pense, qui doit être connecté. Et après, Antoine, on reviendra. On a encore du temps sur le. Si ça fonctionne. Hi. Hi. Are you ready for me? Good. And We can hear Okay. you. Yeah. great. Yeah.
Alaska Natives that have great social problems and great cultural traditions. This is an artist colony in Maine. This is the Protestant Catholic boundary in Northern Ireland. And so these are some of these labs that have been spreading around the world exponentially. Transistors on a chip in this period in time and projected what became known as Moore's Law for digital technology. This is the actual 50 years of Moore's Law and the digital revolution. The actual and then
testing to evaluate filter media to do rapid prototyping of masks.
Oh. Oh. Hello? I think. Can you hear us? I'm pausing. Hello? Questions or Can comments? you hear us? Je viens de devenir un homme. And yeah, I think maybe it's complicated to ask question. I don't know if people have some people have some question. So maybe one question, Neil. You said the crisis is an opportunity to show how Fab Lab can scale up, and you said what do you think? How we can how is possible to continue to have this kind of opportunity to produce a project like this and to and in some ways the crisis show how the Fab Lab can work and can scale up for different product and what is your advice to try to generalize this to the society? Do you think maybe we will have a new crisis and it will be a second opportunity and for this, but in other way, what is your advice to more scale up and to have more people maybe going inside the Fab Lab and to have less difference between the school when you go to school and after you go to work, and as you said, and how Fab Lab could be a kind of maybe a right, and how it's possible for people maybe to do digital fabrication every day and all these things. Okay, so let's first start.
for this all this advice. And so next time we hope we will be in Toulouse with us. Sorry, let them just, I think we crossed, but I just wanted to finish by saying Oh, one okay. of the most interesting points, and I think you'll hear more about this. Thank you very much, Neil. Yeah. Thank you. Bye bye. Ok, on va peut-être repasser en français après cette intervention de Neil. On va le voir aussi en Occitanie. Il y a eu pas mal d'initiatives. Comme disait Neil, les Fab Labs se sont mobilisés. Et, il en a très bien parlé. L'enjeu, c'est de savoir est-ce que finalement cette mobilisation va perdurer et un peu voir comme au Bhoutan, ils ont d'autres approches aussi sur les systèmes économiques, sur les enjeux, sur le PIB. Peut-être Antoine, tu vas nous dire comment en Occitanie, pas mal de labs, dont Artilect, on s'est mobilisé avec vous, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont dans la salle. Comment vous avez réussi à lancer tout ça et qu'est-ce que l'impact qu'il y a eu, les retours? Est-ce que tu veux nous décrire? Oui, bien sûr. Bah, déjà, je pense que il y a une phrase qu'on a dite, parce qu'on travaille aussi en fait sur une échelle vraiment mondiale. On a dit que le mouvement Maker n'était pas une utopie. Parce que maintenant, ça fait 10 ans que le premier Fab Lab toulousain est né et à Toulouse, pour nous en France. Et on n'avait jamais eu de cas concret qui montrait la mobilisation qu'on pouvait faire avec cette échelle. C'est-à-dire comment un des forts concepts qui est né dans le monde des Fab Labs, c'est la Fab City par exemple, mais qui peut être aussi à l'échelle de la Fab Région, dont l'Occitanie a été la première en Europe. C'est comment on produit localement et on est globalement connecté. Dans cette crise, ce qu'on a vu, c'est que plus que le Rose Lab, plus que Airbus, plus que Artilect, enfin plus que l'individu, on a réussi à trouver une solution d'urgence. Ça veut dire que tous les circuits Maker qu'on a pu voir, ça s'est déroulé et j'exagère pas, en 3 jours, il y a eu une sorte de micro-usine de la fabrication distribuée qui s'est mise en place. C'est quand même assez impressionnant. Ensuite, on a trouvé des solutions qui étaient pérennes, avec beaucoup d'itérations, on a fait des prototypes, etc. Et à la fin, on a trouvé une solution viable pour répondre à un problème d'urgence sanitaire. Ça, c'est ce qu'on a réussi à faire et parce qu'on l'a fait ensemble. Ça veut dire que d'un coup, pour cet élan de solidarité, qu'importe s'il y avait des querelles auparavant, peut-être qu'il y avait aussi des dissonances ou peut-être qu'il y avait des gens qui avaient plus l'habitude de travailler ensemble. Là, on a tous fait ensemble. Par exemple, sur l'Occitanie, on était à peu près, c'est plus de 20 labs qui ont travaillé ensemble pour produire des visières notamment, mais aussi des masques avec, par exemple, sur la partie toulousaine, c'était Artilect. Nous, comment on a fait? Ils avaient développé tout un process. Nous, on a connecté avec le réseau des couturiers et couturières de Toulouse avec qui on travaillait. Et là, d'un coup, le fait de la connexion, on a réussi, et ils ont réussi à faire 40 000 masques en très très peu de temps. Nous, sur l'Occitanie, comment on a fait par exemple avec le Rose Lab, c'est qu'on a été des coordinateurs surtout. C'était essayer de trouver le bon modèle, comment on pouvait répondre aux besoins, structurer, parce que ça posait beaucoup de questions. Il faut savoir que la principale question de la mobilisation, c'est qu'on n'avait pas le droit de sortir. On était confinés, on avait des vraies solutions de chez nous, mais même quand on arrivait à produire avec une imprimante 3D chez nous une visière, on ne pouvait pas la sortir, on ne pouvait pas la transporter, c'était interdit. Donc on a trouvé des solutions, il a fallu d'abord s'armer juridiquement, trouver les bons contacts pour aller chercher, et ça on pouvait le faire qu'à plusieurs, parce que tout seul on n'était pas entendu. Donc là on est allé voir certaines collectivités, on a réussi à avoir le droit de retourner dans nos labs, mais tout ça c'était bien entendu sur un cadre très rigide au tout départ. Ça fait qu'il n'y avait que les salariés de lab qui pouvaient aller produire de la visière par exemple.
Une fois ça, après, on a pu l'étendre, on a créé des process. C'est-à-dire que quand on faisait un don, parce que en termes de chiffres, c'est quand même plus de 100 000 visières en un mois qui ont été distribuées. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de ce qui a réussi, ce qu'on a réussi à faire. C'était assez impressionnant avec plein de modèles. J'en ai ramené quelques-uns avec différentes techniques. Ça veut dire que nous, on a vraiment vu la fabrication distribuée se mettre en place. C'est rien que par exemple dans les noms. Je pense on a utilisé la découpe laser pour le faire, et donc notamment avec Laser System qui est avec nous, la Seine, qui est un distributeur et fabricant de machines de fabrication numérique. On parlait du modèle Bilbao, du modèle. Après, il y a eu celui de Laser System, parce qu'on l'avait peaufiné. On était vraiment connectés au reste du monde. Et quand on reprend nos visières, il y a eu différentes techniques. Celle-ci, c'est celle qui a été produite grâce à de l'impression 3D. Ça a été fait par Artilect. Ça a été fait calibré par Jean-Michel pour aller dans des Under 3. Nous, on travaille surtout avec Emotion Tech. Emotion Tech, c'est des fabricants toulousains. Eux, on a réussi à faire plus de 1000 visières par jour. Parce que grâce à leur technologie, ce n'est pas exactement la même que celle-ci. Celle-ci, c'est une low-tech, donc qui n'utilise pas de technologie, mais celle qui a le mieux fonctionné selon moi. Elle a été faite par Makers & Co. Moi, celle que j'ai construite avec eux. On a créé une usine en fait dans l'ancienne grande halle qui hébergeait Artilect et les Imaginations Fertiles sur Toulouse. Il n'y a rien de technologique dedans, mais par contre, on a utilisé tout le savoir-faire Maker. Ça veut dire qu'on est reparti, on avait un besoin, on savait comment y aller, il fallait produire vite, que ça puisse être lavable et que ça puisse être jetable pour les soignants. Donc là, on a rien de très fou, hein. C'est du Serflex, on a une feuille, c'est une couverture plastique pour les livres, et après de l'élastique. Et ça, on pouvait en produire de 1000 à 1500 par jour. Ça a été assez impressionnant tout ce qu'on a réussi à faire. Et on n'a pas fait que ça. Ça veut dire qu'on oublie souvent aussi tout l'impact. On a produit des solutions sanitaires, mais on a aussi connecté, on a répondu à d'autres problèmes. Par exemple, moi, où j'ai beaucoup travaillé, c'est sur la crise culturelle et éducative où on était. Ça veut dire que ce que personnellement j'ai beaucoup fait en plus des visières, c'est tout simplement les apéromakers. Les apéromakers, c'était des événements qui avaient lieu toutes les semaines le mercredi, qui étaient à l'échelle française. C'était comment nous tous qui étions des makers au travail toute la journée, on avait besoin aussi de respirer. C'était très anxiogène pour nous parce qu'il y avait beaucoup de pression de partout. On l'a récupéré. Comment on puisse garder du lien, parce qu'un Fab Lab, c'est du lien entre des personnes. On a fait les apéromakers, c'était quand même 600 viewers sur Twitch qui nous regardaient. Par exemple, il y a Christophe qui est venu nous parler de tout ce qui se passait sur la santé. On faisait une table ronde pendant 1 heure, on invitait des personnes, on faisait circuler le savoir-faire, base du mouvement maker. Et après, on faisait un jeu. On appelait ça le jeu du galérien, parce que c'était toujours en mode galère, mais c'était super drôle. Et vraiment, ça nous permettait de respirer. Et dès le lendemain, on repartait faire des visières ou des masques. On a fait aussi le Minitel du Fer, qui est une ressourcerie. Ça veut dire qu'on a beaucoup produit il y a eu des données, mais de partout qui sont sorties. Et dans le mouvement Maker, il y a une des principales forces, c'est la documentation. Comment d'un savoir-faire, je vais l'écrire, je vais le partager pour que quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde ou juste à côté de moi puisse le réutiliser. Et là, on a vu des ressources, mais sortir de partout. Et pas le temps en fait, de les regarder, pas le temps de savoir où elles étaient. Nous, on a juste créé une application. Ça a duré en 1 journée. C'était la ressourcerie. Et ça a été utilisé par plus de... À la fin, là, on était sur des scores, c'est 1000 personnes quotidiennement qui allaient regarder ces ressources. Et ça, c'est tout ce qu'on a réussi à faire, parce qu'on était ensemble. Ces 2 projets-là que je vous parle, c'était avec un groupe indépendant de makers, c'était que des jeunes. C'était l'idée de comment on met en pratique. Là, ils venaient de partout en France. Et il y en avait certains, je ne les ai jamais rencontrés de ma vie. Et je ne les ai toujours pas rencontrés. Mais par contre, on continue à travailler ensemble. Voilà. Donc en gros, moi, ce que je dirais sur ce qui s'est passé pendant ce moment-là, c'est qu'on a vraiment mis à l'épreuve la fabrication distribuée. On a réussi à produire localement et être globalement connecté. La suite, c'est que on a démontré que c'était réel, que c'était efficace, que c'était opérant. Par exemple, ce qu'on a fait avec notamment Adrien de Makers & Co, c'est qu'on a développé un prototype de masque FFP2. On est allé très loin dans le process, ça veut dire on a failli le breveter. Et donc, on allait être payé par l'État quand même pour aller breveter notre masque. Celui-ci, il a été produit avec Emotion Tech, des fabricants, des entreprises. Nous-mêmes, nous étions plutôt dans le domaine des Fab Labs, et on était avec un groupe d'entraide qui s'appelle Masque Attack, qui étaient des couturières qui faisaient des masques en tissu que beaucoup de monde a vu. Ça,
on a démontré pourquoi on allait jusqu'au bout, parce qu'au final, c'était trop cher à produire, c'était trop long, donc on n'est pas allé plus loin, mais on a démontré que c'était faisable en très peu de temps, qu'on pouvait tous faire ensemble pour trouver des solutions de demain. Et ça, c'est ce qu'on va continuer avec la fabrication distribuée. Il suffit de regarder hier la tribune qui a été lancée par Fabricommun, qui est une des nombreuses plateformes, et je pense peut-être une des mieux réussies, de fabrication distribuée qui est née de ce confinement-là. On a été ultra créatifs, et en fait, c'est juste le terreau qui a été monté il y a 10 ans. Il a juste pris sa véritable fonction maintenant. Et moi, en tant que maker, en tant que membre de plein de réseaux, etc., malgré cette crise-là qui a été catastrophique et qui l'est toujours, j'ai trouvé une utilité à ce que je faisais au quotidien. Et on a pu démontrer qu'on était important de continuer les démarches et les valeurs qu'on porte, parce que c'est peut-être cette société de demain. Voilà. Ça pose la question, en effet, donc la crise, comme le disait Nils, a permis donc de révéler certaines fonctionnalités des Fab Labs, montrer qu'on peut travailler en réseau. La question, c'est il y a l'engouement par rapport à cette crise. Je vais reposer un petit peu la même question qu'a eu Nils. Comment vous voyez chacun? Alors déjà, il y a peut-être une deuxième vague qui peut arriver. Là, l'industrie a pris finalement le relais sur les masques. Est-ce que les Fab Labs ou les labs dans l'entreprise s'il y a une nouvelle tension, vont rejouer un rôle? Est-ce que ce rôle va être différent? Et du coup, est-ce que ça va permettre de consolider un petit peu cet élan? Quel est votre avis sur la question? C'est peut-être un petit peu difficile d'y répondre, peut-être Jean-Michel ou Antoine. Comment vous voyez l'initiative qui est lancée? Quelle suite finalement à cet élan vous souhaitez donner peut-être au sein d'Airbus, ou qu'est-ce que vous voyez là-dessus, et comment finalement profiter de cet élan pour capitaliser? Je pense que ce qui s'est passé, c'est que ça a mis un petit peu la lumière sur les capacités qu'avaient les Fab Labs. Ça a même dérangé certaines industries de voir qu'on était capable de produire des choses dont on avait besoin localement. Et ça, ce qui peut changer dans l'esprit, c'est comment on peut construire nos sociétés. On est dans une société où on va produire des choses en Chine et on va les transporter jusqu'à chez nous. Et là, ce que ça pose comme question, et ce que Neil a présenté, c'est qu'on peut changer de modèle et d'avoir cette capacité à produire localement. Et ça peut être un vrai changement dans notre société, d'avoir ces Fab Labs ou des mini-factories qui vont permettre de produire localement. Et c'est ça qui est, pour moi, le plus intéressant dans ce qui s'est passé. C'est qu'avec la solidarité des personnes, on a mis en lumière que les Fab Labs étaient capables de produire des solutions dont on a besoin à un instant T, dans une période en plus qui était compliquée, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce que ça a mis en lumière, et que je pense qu'il peut modifier un petit peu notre façon de voir la société dans le futur. Et pour ça peut être un gros changement sociétal, quoi. Jean-Michel, je sais pas si Oui, pour moi, un des plus gros changements, c'était la mise en relation de personnes d'horizons très différents. Le gros changement, c'est quand on a été mis en contact avec le personnel de santé, parce qu'au début, on faisait des masques suivant ce qu'on pensait, les différents critères qui nous semblent logiques. Hein. Et quand on a été mis en confrontation avec les gens qui en avaient vraiment besoin du personnel hospitalier, là, ça a changé notre vision totalement. Et il a fallu qu'on s'adapte aux contraintes, aux réalités de l'hôpital. Et pour moi, c'est ce qui met en avant le besoin de diversité. Et c'est là où le Fab Lab est très intéressant, parce que ça attire des gens d'horizons très divers. Et donc, il y a ces rencontres. Et au-delà de ça, ce qu'on a fait, c'était une réaction dans l'urgence. C'était du bricolage de plus en plus organisé vers la fin, mais toujours en sachant que c'est une réaction temporaire. On n'a pas pour vocation de faire dans la durée. Et donc, en même temps qu'on était en train de fabriquer des visières, on était aussi en discussion avec le syndicat de la plasturgie, qui était en train de fabriquer des moules
pour ces mêmes visières, pour pouvoir les faire industriellement, parce que entre une imprimante 3D, on arrive à faire quelques centaines de visières par jour, ou quelques milliers à la main. Par contre, on a vite des tendinites. Et par contre, un industriel qui va en faire plusieurs millions par jour, c'est pas le même ordre de grandeur. Et donc là, c'est toujours cette bascule, c'est-à-dire qu'on est très réactif, on identifie un problème et on peut se jeter dessus et trouver des solutions rapidement, mais il faut aussi regarder le lien avec l'industrialisation des choses à plus long terme. Par contre, si on se développe, si on progresse, peut-être qu'on arrivera à atteindre soit suffisamment de Fab Labs pour faire les choses pour tout le monde sans qu'il y ait besoin d'industrie, soit les faire suffisamment peu cher, parce que faut pas rêver, l'industrie est quand même un peu plus efficace sur certaines choses, donc les faire suffisamment peu cher pour que ça puisse être fait dans les Fab Labs. Donc pour moi, il y a ces évolutions qui sont nécessaires côté Fab Lab pour faire des choses de manière plus économique et plus distribuée. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il faut toujours faire la bascule avec quelque chose qui va pouvoir pérenniser la suite. Et ce qui est important aussi, pour moi, ce qu'amène un Fab Lab et pourquoi les Fab Labs se sont développés, c'est la facilité d'utilisation des machines. Et ça, c'est très, très important. Et c'est là où on devrait tous réfléchir. C'est si on veut augmenter la capacité des Fab Labs, il faut augmenter le nombre de machines simples à utiliser ou d'outils de conception simples à utiliser. Et en fait, si on regarde dans les théories économiques, c'est ce qu'on appelle le transaction cost. Le coût de transaction, c'est ce qui fait que quand je veux acheter une baguette de pain, je ne me pose pas la question parce que je n'ai pas de four à pain chez moi, je ne sais pas faire le pain, donc je vais l'acheter, c'est la transaction qui est le moyen le plus simple à faire. Si j'ai un four à pain chez moi, peut-être que je vais me poser la question, est-ce que je vais faire du pain assez bon, pareil. Et donc, tout le savoir-faire que j'ai besoin d'acquérir pour faire mon pain entre dans ce coût de transaction. Et donc, plus c'est compliqué à faire, moins les gens vont le faire. Donc, c'est pour ça que c'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que l'imprimante 3D marche si bien, parce que c'est très facile à utiliser. Un enfant de 8 ans peut utiliser une imprimante 3D. Donc, on va basculer naturellement vers l'impression 3D. Et après, à nous de faire la transition sur les différents outils pour les rendre simples à utiliser. Et pour moi, c'est la clé du développement des Fab Labs, c'est rendre nos outils les plus simples à utiliser possible. Et ces notions avec l'électricité aussi, au début, on s'électrocutait à l'électricité. Maintenant, on appuie sur un bouton, c'est totalement transparent. Peut-être que sur les machines, il faut qu'il y ait plus de transparence, plus de facilité, en effet, pour que ça se démocratise. Antoine, tu voulais dire Ouais, là, c'était rejoindre Jean-Michel sur comment ça s'est arrêté, par exemple, la production de visières. Il n'y a pas eu d'énormes clashs, c'est juste qu'à un moment donné, on avait fini notre travail. C'est-à-dire que nous, on répondait à une urgence, on n'a pas vocation à produire. Nous, ce qu'on sait faire, c'est prototyper très rapidement, connecter les gens. Voilà sont nos deux principales forces. Et une fois qu'on avait fait ça, c'était fini. Pourtant, on a été sollicité quand même il y avait des sacrés marchés pour faire par exemple de la visière ou du masque. On le voit avec certaines entreprises toulousaines, mais c'était pas notre rôle. Nous, par contre, au Roselab, on a accompagné une entreprise qui voulait changer ses machines pour aller faire de la visière. Mais nous, à la fin, moi, j'en pouvais plus de faire la visière. C'est pas ce que j'aime faire. Moi, ce que j'aime, c'est produire, réfléchir, un problème, etc. Aller chercher, connecter un tel avec un tel. On a compris notre rôle et en fait, il était déjà là. Et c'est vrai que pour ça, c'était tout à fait la logique. Et si on parle après de qu'est-ce qu'on va garder de la fabrication distribuée, on va en garder que nous, là, il y a vraiment un besoin important. Déjà que tout le monde puisse avoir l'opportunité de savoir-faire. Ce qu'a démontré aussi le confinement, c'est que la transformation numérique, elle n'était pas acquise pour tout le monde. Et qu'il y avait encore un gros travail d'aller accompagner certains publics, qu'on n'était pas tous avec les mêmes chances face à ces technologies de pointe et que le Fab Lab avait encore ce travail-là de transmission. Et pas que le Fab Lab. Parce qu'il y avait aussi, on a vu que même utiliser un tournevis correctement, savoir poncer, c'est pas si facile non plus. C'est des savoir-faire qui se perdent et que nous aussi, on peut être là, pas forcément que sur du numérique. Il y a cet effort de transmission. Ensuite, il y a le fait de savoir toutes les méthodologies qu'on a mis en place et qu'on met en place, nous, dans notre quotidien. La méthode agile,
Nous, on la met à l'épreuve par la pratique. Le design making ou design thinking, c'est ce qu'on sait faire. Toutes ces méthodologies-là, c'est comment les transmettre à tous. Par exemple, comment on arrive à connecter, je sais pas, mais par exemple, grâce au Fab Lab, maintenant, on voit Thales et Airbus travailler ensemble grâce au réseau Fab & Co. Ils sont tous ensemble et ils continuent à faire traverser les savoir-faire malgré l'enjeu quand même économique qu'il y a derrière. Je pense au cas de Seb et de Boulanger. Comment c'est né la réparation et cette alliance autour de la réparation? C'était sur un simple échange entre deux structures. Parce qu'au bout d'un moment, on peut être complémentaires malgré qu'on ait des enjeux communs sur l'économie. Et nous, c'est ce qu'on peut faire, la fabrication distribuée, avant même de penser de production. C'est avant tout de savoir allier les mondes. On n'a pas eu la discussion juste avant parce qu'il y avait des soucis techniques sur l'industrie. Il y avait cette question-là de savoir quel lien finalement on peut avoir. Actuellement, il y a les Fab Labs, on va dire d'un côté, des gens qui prototypent. Et souvent, il y a des industriels qui vont produire en masse. Et on voit qu'il n'y a pas forcément le lien entre les deux. Il y a quelques startups hardware ou comme ça, on en voit de plus en plus là, avec des vélos qui sont faits. Et moi, je pense qu'il y a une réelle question ou un réel enjeu de connecter, je pense, les labs avec des industriels pour faire justement ce passage-là. Un peu ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on a fait nos visières, on avait quelque chose qui fonctionnait. Après, on peut passer la main en industriel. Est-ce que ça, est-ce que c'est peut-être un moyen? Est-ce qu'il faut aller vers une production parallélisée entre labs qui peut être une solution, mais aussi engendrer plus de ponts, peut-être avec des industriels qu'il y en a jusqu'à maintenant, pour qu'eux aussi deviennent un peu plus agiles. Les Fab Labs sont très agiles, on peut prototyper rapidement, avoir des solutions. Est-ce que finalement, on ne peut pas arriver à convertir toute cette expérience-là pour engendrer plus de liens avec les industriels, pour montrer finalement qu'on est agile et qu'eux peuvent en bénéficier, sachant qu'ils vont aussi se transformer par le numérique, avec tout ce qui est industrie 4.0, être plus agile et tout ça. Et certainement par la suite, on va voir un petit peu merger ce qui se passe dans les Fab Labs, des industriels qui deviennent plus numériques et plus agiles. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il y aura des opportunités? Est-ce qu'il faut peut-être pousser justement on voit qu'il y a énormément de personnes qui passent par des Fab Labs. Ils ont leur proto, mais après le gap est très très gros pour passer sur l'industriel. On a eu un grand nombre de fois des gens qui venaient au Fab Lab, par exemple, qui nous disaient, ben voilà, on avait quelqu'un qui avait fait un boomerang, il disait, ben voilà, moi j'ai une commande pour 2000 boomerangs, impossible de trouver comment les fabriquer, où les faire, et il y a ce gap qui est assez important, qui est moins sur le numérique, où on voit beaucoup de startups finalement qui peuvent démarrer, qui peuvent changer d'échelle. C'est beaucoup plus dur du côté hardware. Et est-ce qu'il n'y a pas des initiatives à pousser là-dessus? S'il y a un avis ou pas là-dessus. Peut-être qu'il y aura Frédéric Vacher qui va intervenir à 17h aussi pourra dire quelque chose là-dessus. Après, on peut peut-être poser la question différemment. Est-ce que les Fab Labs peuvent évoluer pour être plus proches de l'industriel, quoi? Parce que si on veut créer un changement dans la façon de produire, de consommer, il faut que ça se fasse de manière locale. L'idée peut-être d'améliorer les Fab Labs pour être plus proche de quelque chose d'industriel et d'être autonome à ce niveau-là, c'est peut-être ce qu'a besoin la société, quoi. On pourrait, nous par exemple, pendant le Covid, on a designé en Espagne un modèle qui se branchait sur les masques Decathlon pour faire des filtres de respirateurs, etc. Donc ça a été fabriqué digitalement en Espagne. Ils en ont fabriqué en Espagne. Nous, on a simplement récupéré le modèle et on l'a refabriqué sur place, en local, pour le fournir aux hôpitaux locaux. Alors bien sûr, c'est pas de la production de masse, etc. Mais on voit que on aurait pu avoir une industrie qui produit en Espagne et qui nous envoie les colis. Et en fait, je pense qu'il faut faire cette transition vers
de la production locale. Et ça nécessite d'autres moyens pour les Fab Labs. Moi, je vois plus comme ça que de repartir sur un modèle. Voilà. Et c'est une autre façon de consommer, peut-être, pas avoir cette industrie où il faut passer absolument par l'industrie pour avoir un produit qui soit la grosse industrie, pour avoir un produit qui fonctionne. C'est si on arrive à augmenter les niveaux de nos labs, on peut produire localement en ayant une idée. Ici à Toulouse, on produit des choses en Chine. Donc ça peut être un modèle de réflexion pour la suite. Mais se rattacher au modèle où je me connecte à l'industrie, c'est peut-être pas la bonne piste à explorer, quoi. Dans ce monde où on a besoin de produire localement et d'être moins... Non, des fois, on voit des industriels locaux aussi qui vont dépendre, par exemple, d'Airbus ou qui vont dépendre de gros donneurs d'ordre. Et finalement, est-ce qu'ils n'auraient pas à gagner finalement aussi à être plus agiles avec des porteurs plus petits, et est-ce que finalement, eux qui sont équipés, est-ce qu'ils pourraient changer? Mais ça peut être aussi en effet les labs qui sont... Après, je pense qu'il y a un petit problème de communication entre le Fab Lab et l'industrie. On ne parle pas vraiment le même langage, en fait. Et du coup, c'est peut-être aussi de se professionnaliser, savoir qu'est-ce qu'on doit fournir à un industriel pour qu'il produise ces choses-là, quoi. Parce que sur les industriels locaux, il y en a certains qui seraient certainement ravis de produire 2000 boomerangs et que ça rentre dans leur business. Mais là, il faut, je pense, augmenter nos compétences pour pour parler le même langage que l'industrie. Moi, je sais pas si... c'est toutes les questions là que vous avez amorcées. Par exemple, vous avez tous les deux visions qui peuvent être complémentaires. Tout ce que je vois, c'est qu'en tout cas, c'est le moment de poser vraiment en main la Fab City, la Fab Région, ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est le moment juste de connecter tout le monde. Comment ça se passe une Fab City au réel? Quand on voit ce qu'a réussi à faire Thomas Diaz à Barcelone, c'est qu'il a pris tous les acteurs. C'est pas que des Fab Labs, c'est aussi des espaces du fer plus globaux, c'est des industriels, c'est des entreprises de la fabrication numérique, c'est aussi des collectivités. Il y a la mairie de Barcelone qui est représentée. Et en tout cas, c'est une technique, et je vais sortir un gros mot, c'est le Living Lab. C'est comment en fait on prend dans un processus, pour penser un objet, un service, comment on va prendre à la fois l'utilisateur et le concepteur, mais aussi celui qui va le financer, celui qui va l'épauler juridiquement, etc. Et on va tous les connecter au même endroit, au même moment, pour penser à un objet beaucoup plus résilient et beaucoup plus efficace. Donc c'est un dispositif qui met du temps à mettre en place. Ça passe par de la discussion, ça passe par du faire ensemble, du réseau, etc. Mais à la fin, on a un produit qui est génial parce qu'il répond aux besoins. Et ça, par exemple, nous, au Rose Lab, c'est ce qu'on a mis en place. Ce que j'ai vu aussi, ce qu'on avait fait pour le réseau des Fab Labs d'Occitanie, c'est ce qu'on fait. On se connecte tous, on passe par de l'informel et du formel, et à la fin, on arrive à répondre à un vrai besoin d'une dynamique territoriale. Et c'est ça qu'il faut mettre en place. Alors après, est-ce qu'il faut tout délocaliser ou il faut tout relocaliser, je ne sais pas. Parce qu'en tout cas, il y a des pour et des contre des deux côtés. Mais en tout cas, c'est le bon moment de se poser la question. On a quand même mis à mal notre société. Ça veut dire qu'on est sur des moments où on est dans des situations très dramatiques. Et là, on peut se poser. On peut pas aller on peut aller toujours plus bas, mais on est à un moment quand même assez grave pour se dire, il y a tout le monde qui est prêt à changer. Maintenant, comment on change? Et nous, ce qu'on a démontré, c'est de le faire ensemble. Oui, une question. Une question du coup par rapport aux visières et aux masques qui ont été commandés du coup à Artilect et à Nature & Co. Qui est-ce qui a fait la demande et qui est-ce qui a financé cette demande? Alors, la question est qui a financé et qui a demandé des visières? C'est très simple. Déjà, on va revenir au contexte général. Au départ, c'est que juste, il n'y avait plus de masques. Il n'y avait plus de production de masques. Tout le monde était en crise, et notamment les soignants.
Là, tout d'un coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à la fois certains Fab Labs et surtout des makers indépendants. Je vais prendre l'exemple de Lisa Sinardet, qui, ceux qui sont dans l'écosystème connaissent bien. C'est une personne qui travaille à Thales et qui gère des labs, les Fab Labs de Thales. Elle était au départ, elle a essayé de mobiliser son Fab. C'était trop compliqué parce qu'il ne faut pas oublier, on est une structure. Donc à mobiliser, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée chez elle. Elle a embarqué toutes ses imprimantes 3D de son lab et elle a commencé à produire et se connecter avec d'autres personnes. Et donc il y a eu plein de makers indépendants. C'est comme ça qu'on les a appelés, ou des groupes d'entraide qui ont produit de la visière. Pour les masques, c'est la même chose. C'est des couturières et des couturiers chez eux qui ont produit des masques et qui sont allés donner. C'est venu vraiment de la base. Les Fab Labs, c'était la même chose. Et d'un coup, on s'est dit, attendez, on a un réseau, communiquons ensemble. On a commencé à faire des réunions, etc. Et tout ça, au départ, il faut l'avouer. Par exemple, sur les Fab Labs que je connais le mieux de ce qui s'est passé, nous, on était connectés avec les makers indépendants de Toulouse. On a mis à mal des structures. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé qu'on envoyait des salariés, qu'on payait, qui allaient faire un acte solidaire, donc il n'y avait pas de rentrée d'argent, qu'on dépensait de la matière. Par exemple, nous, on a utilisé toute la matière a été dépensée dedans. Et en gros, on a mis à mal des structures. Je ne sais pas combien de structures ont failli mourir, mais ça aurait pu être grave. Et ce qu'on a fait, c'est qu'après, on a utilisé ce qu'on sait faire aussi, c'est faire des appels d'offres, des communiqués de presse, faire appel aux dons. Et donc de là, en fait, par exemple, je vais prendre un exemple le plus simple. C'était la commande de la région Occitanie qui a demandé plus de 10 000 visières. Bien sûr, elle en avait besoin, mais surtout, elle voulait aider les Fab Labs très rapidement à survivre, mais aussi les makers indépendants. On a eu Toulouse Métropole aussi qui a fait du don matériel. Ils nous ont donné 10 000 pochettes plastiques, je vous ai dit. Ils les ont payées, ils nous les ont fait livrer dans la halle. Après, de cette commande de 10 000 visières, ils nous ont dit mettez un prix et ça sera le nôtre. Parce qu'on est là pour vous aider. Donc on les a revendus à 6 €, ce qui a permis de payer le matériel et de rembourser les frais qu'on avait avancés. Et on l'a fait de manière régionale. Ça veut dire que cette commande-là, elle est venue au Rose Lab. Le Rose Lab, c'est un tout nouveau Fab Lab qui est géré par Manatour. Manatour, c'est une entreprise du tourisme industriel, mais ça reste une entreprise. Vous imaginez quand moi, maker, je venais de débarquer quand même dans la boîte, je suis arrivé, j'ai dit, vous savez quoi, je parlais à mes patrons, on va de ces 60 000 €, parce que ça représentait quand même, cette somme-là, on va le diviser, on va le donner à tout le monde parce que c'est ça, faire ensemble. Au fond, pourquoi je dis qu'il y a eu un changement de société, c'est que mon directeur, il a dit, Banco, on y va, on est là pour aider. Et ça, c'est un vrai changement. Et donc de là, il a fallu tout mettre en place. On a fait 2 pôles de distribution. Il y a eu Montpellier qui recevait des visières autour du territoire et Toulouse, à la halle du multiple, qui recevait le reste. On a tout groupé, on a donné à la région, on a fait 10 000 visières en une semaine. Et voilà. Donc là, c'était la partie payante. La partie solidaire, comment ça s'est passé et comment ça s'est arrêté, c'est qu'on a beaucoup produit pour les soignants. Après, on a eu une demande, par exemple, de la CCI pour les chauffeurs routiers. 800 visières en 3 jours. Là, c'était Createch, Artilect et Makers & Co Rose Lab qui ont fait ces visières gratuitement. On en a chié. Il n'y a pas d'autre mot. C'était l'enfer. Et on les a sortis quand même. Là, on était encore dans la logique. Au début, on était là que pour les soignants. Après, ça a été les soignants et les aidants. Et le moment où ça s'est compliqué, c'est quand on a reçu un comptable qui est venu avec une très belle voiture et qui nous a dit « Ouais, mais moi aussi, je dois reprendre le travail. Il me faudrait des visières gratuites. » Et là, on s'est dit « Mais attends, on comprend sa situation, mais nous aussi, en fait, on est en galère. On voit nos comptes chuter, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc là, on a dit « On n'est plus en capacité. » Et c'est là où on est passé. On a dit « À minima, on va le faire à prix coûtant. » Et c'est ce qu'on a fait jusqu'au bout. Par exemple, les 6 €, on ne les a pas sortis nulle part. C'est le matériel, le salarié et le remboursement du matériel d'avant. C'est tout. Voilà, je ne sais pas si ça t'a répondu, mais... Merci Antoine. On devrait avoir l'intervention de Frédéric Vacher s'il est connecté. Donc il n'est pas connecté? Je ne sais pas s'il... Et en attendant, du coup, je vais finir parce que pour les masques, on avait un fonctionnement légèrement différent. Donc les masques, là, c'était uniquement pour le CHU. Et là, c'est le CHU qui fournissait la matière première, le tissu. Alors, au début, on le découpait nous-mêmes. Après, on a trouvé une entreprise de découpe qui le découpait de manière automatique. Donc là, on arrivait à faire 6000 masques dans la semaine. Et c'est là où on a fait un bond en capacité. Et donc là, c'est le CHU qui payait
toute la matière première. Airbus et la fondation Airbus a payé pas mal d'outils qui nous ont permis de faire la découpe et le fil. Et Airbus nous a fourni le fil métallique, pas mal d'autres outils, et aussi, notamment, m'a permis de faire ça sur mes heures de travail. Donc, pendant 3 semaines, j'étais à 100% sur les masques. Et ça, c'est déjà beaucoup aussi. Frédéric est connecté apparemment sur le Zoom de Neil. Parce qu'il est... Ouais, alors je sais pas si... Mais c'est vrai que on a été épaulé aussi par exemple par la fondation Orange qui a donné, qui a financé. Ils ont donné quand même 15 000 € d'un coup pour aider les Fab Labs. On a eu France Tiers-Lieu au national qui allait chercher à la Fondation de France 200 000 € pour aider toutes les structures et ils les ont redivisées. En local, on a eu Toulouse Métropole, la région Occitanie. Et après, on a eu des dons aussi de personnes qui venaient naturellement de donner leurs bobines, leur donner leur film transparent. Enfin, c'est tout ça qui nous a permis de faire ce qu'on a fait. Oui, vas-y, tant que Frédéric n'est pas connecté. Met en avant l'usager final, vous avez aidé des petites interviews de gens qui disent que c'est vrai que ces filières-là vont apporter quelque chose d'hyper important à l'hôpital, c'est des adéquats à la situation. Est-ce qu'on met en valeur la capacité de production par rapport au coût? Quels sont pour vous, à votre avis, les indicateurs qui mettent en valeur la réussite de cette flexibilité qui a permis des choses? Donc la question a été qu'est-ce qui a mis en valeur, qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur pour montrer la réussite de cette action. Je pense que c'est avant tout le fait que les Fab Labs soient devenus plus visibles et qu'on a montré qu'il pouvait y avoir quelque chose d'utile pour la société qui est fait au sein des Fab Labs. Donc ça a mis beaucoup de lumière sur les capacités qu'on pouvait trouver dans les Fab Labs. Alors je ne sais pas si ça se ressent dans les visites ou les membres au sein des Fab Labs, mais en tout cas, clairement, ça sera quelque chose sur lequel on pourra s'appuyer pour montrer l'utilité d'un Fab Lab à l'avenir, quoi. Moi, c'est la première chose que je vois, c'est ça, la connaissance des Fab Labs et à quoi ça peut servir, quoi. Je pense que pour ceux qui ont bénéficié des visières, je pense qu'ils le voient directement. C'est peut-être plus dur pour les personnes qui sont distantes, mais peut-être Jean-Michel. Ouais, non, ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait, pour moi, quand on est dans une situation difficile comme cette crise du Covid, la tendance naturelle de tout le monde, c'est de se recroqueviller, de se refermer un peu et d'attendre que ça passe. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, le Fab Lab, il permet autre chose. Il permet de se dire, ben voilà, il y a un moment difficile, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer? Comment je peux être utile? Et tous les gens qui ont participé à ces actions, non seulement ils nous ont aidés, mais moi, ce qui m'a énormément touché, c'est qu'ils nous ont dit merci. Les gens qui nous ont aidés. Parce que ça leur a permis de faire quelque chose, alors que normalement, tout le monde était coincé chez soi à se sentir inutile. Et ça leur a permis d'agir et de faire quelque chose. Et ça, pour moi, juste ça a eu un impact assez fort. Et la deuxième chose, c'est que dans des temps comme ça, c'est le moment d'être innovant. C'est-à-dire, on a une situation qui nous impacte très profondément et qui va changer la façon de fonctionner de la société. On ne sait pas encore comment, mais on sait que ça ne sera pas pareil. Et donc, c'est là où le Fab Lab, je pense, peut être utile pour expérimenter
les nouvelles choses et comment s'adapter à ce changement. Voilà. Je sais pas si on a la connexion avec Frédéric Vacher, si c'est bon. Ok, ok. Ouais. Donc Frédéric Vacher, donc, il travaille chez Dassault Systèmes et donc ils ont une plateforme qu'ils ont mis en place, sur lesquels ils ont mis pas mal de projets et sur lesquels ils ont utilisé pas mal d'outils et avec lesquels donc ils ont contribué donc à cette crise du Covid. Donc Frédéric devrait se connecter incessamment sous peu, quoi. Je ne sais pas s'il y a une question dans le public, le temps qu'il se connecte, ou une question rapide. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de discuter entre les Fab Labs et les industriels. Est-ce que le faux, ça ne serait pas juste les normes de fabrication et la qualité finalement des industriels qui l'auraient imposé? Du coup, l'incapacité de communiquer avec un industriel, quand nous on fait des objets qui sont imparfaits, on les prend, on les jette à la poubelle, on en parle plus. Eux, il faut qu'ils fassent des statistiques et qu'ils disent voilà, notre process on le revoit, etc. En fait, c'est pas au niveau de la qualité seulement que ça se passe. Alors après, sur cette question-là, enfin, si on rentre dans la réglementation, ce qui s'est passé aussi, ça veut dire que là, d'un coup, les makers discutaient avec l'AFNOR, avec tous ceux qui étaient habilités à certifier. Donc en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on parlait tout simplement pas le même langage tous. L'industriel parlait pas le même langage des fois que même avec la personne de l'AFNOR, avec les ARS, etc. Et en fait, il y avait juste un problème déjà de connexion entre nous tous. Et quand on était obligé de parler tous ensemble, bah, on ne se comprenait pas. Et déjà, ça, c'est un premier effort à avoir. Nous, par exemple, quand on est arrivé dans le processus, là où je parlais du prototype qu'on a emmené presque au brevet, moi, j'ai rien pipé au bout d'un moment à ce qui se passait sur ces réglementations. Il fallait passer. On m'a demandé, on a été questionné, tous les membres, on a été questionnés. Mais c'est vraiment vous qui l'avez fait, comment vous l'avez fait. On a dû expliquer tel process après sur les modes de réglementation. Et en fait, ils sont là pour protéger, parce qu'on faisait quand même du sanitaire. À un moment donné, c'est comment on arrive à trouver le compromis pour que chacun puisse s'exprimer. Et je pense qu'il est là. Et ce que rappelait Christophe, c'est que l'effort, il doit être fait à la fois par nous, makers, pour mieux communiquer avec l'industriel, comprendre ses contraintes. Et l'industriel lui-même doit faire un effort pour venir à nous. Et une fois qu'on arrivera à trouver ce terrain d'entente et cette volonté-là, je pense que ça va se connecter tout seul, parce qu'on parle toujours de fabrication. C'est pas le rôle de la FNOR, justement, de la directrice, de dire voilà, vous tenez par les standards-là. C'est pas eux de normaliser ça. Après, c'était compliqué. Enfin, il faut savoir aussi, à un moment donné, il y a eu une grosse panique. Nous, on était en discussion avec l'AFNOR. Il y a eu des pressions qui ont été faites par certains industriels pour nous faire arrêter, parce qu'il y avait des enjeux économiques. Et à la place de discuter avec nous, on nous a dit attention, vous allez être illégal. Et là, ça a été le moment de panique. Moi, je me souviens, au réseau français de Fab Lab, on recevait c'était des 50 mails par jour disant ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais devoir tout rembourser? Est-ce que je vais avoir des amendes, etc. Et ça devrait plus arriver, parce qu'en fait, ils auraient juste expliqué, ils auraient dit bah, aidez-nous plutôt à nous transformer, et on aurait avancé ensemble. Je pense vraiment c'est juste il faut créer des zones de discussion. Si on a Frédéric, je pense qu'on va basculer sur l'intervention de Frédéric, s'il est connecté. Bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être connecté avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Frédéric. Il y a un petit décalage. Vous m'entendez? On Vous me voyez ou j'ai on te ma voit. caméra et mon son? On te voit et on t'entend, c'est parfait. Tu peux démarrer ton intervention, il y a juste un petit décalage. Merci. Très bien, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Donc je suis Frédéric Vacher d'Assault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, en fait, on est éditeur de logiciels numéro 1 mondial sur le logiciel plutôt industriel au départ, pour les avions, les bateaux, les voitures, les tables, les chaises, les bouteilles de shampoing. Donc numériser le produit.
Et on couvre un spectre assez large dans 140 pays avec 12 marques. Et donc nos gammes, notamment SolidWorks, mais maintenant des gammes X-Design ou même des gammes cloud en ligne, permet de concevoir des produits facilement. Donc les enfants de 4 à 15 ans maintenant sur SolidWorks for Kids peuvent gratuitement en ligne s'initier à la 3D par exemple. Et donc, ayant des bureaux un peu partout, donc notamment en Chine, on a appréhendé la pandémie mi-fin de l'année dernière, avec nos collègues qui, basés à Shanghai, Pékin, ont été confinés beaucoup plus rapidement que nous. Et donc, on a sur notre plateforme qui s'appelle la 3D Experience Platform, qui accueille finalement l'ensemble de nos marques, commencer à analyser la situation pour essayer de comprendre avec des outils de data intelligence le phénomène et l'évolution du phénomène. Donc, on a commencé à suivre les news des domaines pharmaceutiques, medical device, et assez rapidement, on a compris qu'il y avait un souci côté respirateur. Et donc, on a commencé à faire des threads dédiés sur l'analyse de ce qui se dit sur le sujet des respirateurs et sur les protections de tout ordre. On a aussi agrégé évidemment beaucoup d'open data, notamment pour suivre l'évolution de la pandémie. Donc les fameuses données de Johns Hopkins University qui évaluent et qui suivent l'évolution de la pandémie, mais aussi des données de simulation qui vont vraiment région par région montrer la propagation et son influence. Et donc en faisant, donc là je suis live, hein, donc ça peut prendre un petit peu de temps avec le décalage, mais donc vous voyez ici sur ce genre de cartographie, et donc on peut le montrer en simulation et en animation dans le temps, la pandémie qui a commencé sur les zones chinoises et qui se sont très vite répercutées sur nos zones européennes et américaines. On a aussi, du coup, constaté qu'un grand nombre de Fab Labs, de makers, essayaient de contribuer et faire des choses. Et donc, du coup, on a aussi essayé de suivre ce qui se disait dans les Fab Labs pour arriver à la conclusion que beaucoup de gens voulaient contribuer avec de l'énergie, de la bonne volonté, et que beaucoup de gens dans différents pays rencontraient les mêmes problématiques et essayaient de refaire les mêmes choses. Du reste, au-delà des makers et des Fab Labs, on a aussi constaté que beaucoup de gens, ingénieurs qui traditionnellement travaillent chez nos clients, hein, donc ça peut être des grands acteurs de l'aéronautique, Airbus ou des grands acteurs de l'automobile, Renault, PSA, Toyota, Ford, ne pouvaient plus faire leur boulot au quotidien, puisque les pays ont progressivement fermé leurs usines, mais souhaitaient quand même apporter leur aide, leur savoir. Donc on a créé un projet complètement ouvert et gratuit qui s'appelle Open Covid. Donc on a commencé par faire une page web pour expliquer ce qu'on souhaitait faire et ouvrir publiquement et gratuitement une plateforme pour faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Leur fournir au départ des services. Donc des services qui permettent de partager de l'information, des wikis, des services de stockage de contenu 3D, des services d'accès à des catalogues standards, des services d'accès à des usines, et aussi des services d'accès aux données que l'on a utilisées pour nous, mais aussi en open, rassemblées et géolocalisées. En bleu, ici, vous avez les services hospitaliers avec services de réanimation. Et en orange, vous avez les Fab Labs géolocalisés faisant partie de la Fab Foundation du MIT, avec leur description complète, ce qui permettait localement de connecter des services hospitaliers qui avaient des besoins et des Fab Labs locaux qui pouvaient potentiellement, s'ils étaient encore ouverts, fabriquer et les aider. Et donc, on va se connecter live sur cette plateforme. On a eu très très rapidement énormément d'engouement de gens cherchant à partager leurs problématiques et leurs projets.
Et donc, on a aidé dans un premier temps à structurer. Et donc, avec un outil de funneling, on a commencé à permettre aux gens de partager et avec des outils de tagging très simples, de structurer. Et donc, vous voyez qu'on a du coup à peu près 150 projets qui ont été partagés de tout horizon et de tout pays, autant en Inde, au Mexique, au Brésil qu'aux États-Unis, en Italie ou en France. Et donc, du coup, on a nous commencé à faire un travail de connexion finalement. Et donc, on voit très vite qu'on a eu énormément de projets dans le domaine des ventilateurs. Donc, il peut y avoir des projets assez complexes, comme la fabrication complète d'un ventilateur, ou plus simples, comme une protection face shield, qui, du coup, par exemple, si je connecte sur celui-ci, un projet venant du Canada, très malin du reste, permettant de customiser votre casquette de baseball en support de protection pour une visière. Donc les projets étaient documentés et surtout la communauté pouvait contribuer et aider. Et nous, on a 20 000 employés un peu partout dans le monde avec des compétences sur tout un tas de sujets. Sur ces sujets de protection faciale, on a développé avec le MIT, avec l'équipe de Neil Gershenfield, un modèle de simulation pour faire une simulation numérique d'une gorge en train d'éternuer, et afin de simuler la projection que quelqu'un éternuant face à quelqu'un d'autre placé à 1 mètre de distance pour évaluer l'impact. Donc le modèle de simulation étant fait, on l'a appliqué sur 2 personnes situées à 1 mètre d'intervalle. Et donc, si vous voyez la petite vidéo que je vais lancer, puisqu'on a permis aux gens de partager leur modèle 3D sur la plateforme, positionner les différentes options de modèles 3D de protection et évaluer l'efficacité de la protection avec un modèle de simulation numérique. Pour constater très rapidement que, par exemple, les particules pouvaient facilement retomber entre la tête et la visière si il n'y a pas de top cover. Et donc, du coup, ça a permis d'améliorer les conceptions de ces face shields, amélioration qui était remise dans la communauté pour servir et pour améliorer finalement la protection. Et ces modèles numériques ont non seulement servi à améliorer les conceptions des modèles de protection, mais aussi à simuler ce qui peut se passer dans un espace clos. Et donc, les premières demandes que l'on a eues étaient sur Wuhan. Vous vous rappelez le fameux hôpital qu'ils ont construit en 1 semaine. Ça a défrayé la chronique. Et donc, ils ont appliqué un modèle de simulation pour optimiser le positionnement des chambres de soins, des couloirs et optimiser la circulation du flux. Et en France, les problématiques Covid sont arrivées dans l'est de la France. Le pays a été touché brutalement. Et un directeur d'hôpital de Marange-Sylvange, près de Metz, nous a contactés avec comme problématique, à travers cette communauté, de protéger les patients non Covid. Ils ont constaté qu'en accueillant des patients Covid, dans certaines parties de l'hôpital, ils avaient pourtant aménagé des espaces dédiés. Le personnel médical était quand même infecté. Donc, on leur a demandé en pur projet d'innovation, parce que ce n'est pas ce genre de simulation qu'on fait d'habitude. On utilise plutôt des calculs de simulation de fluide pour l'aérodynamique, pour la portance d'ailes d'avion ou pour améliorer les coefficients de pénétration de véhicules dans l'air. Et là, on s'est dit, passez-nous le plan. On va remonter le plan complet de l'hôpital en 3D. Vous allez nous donner les hypothèses, qui sont où sont les ouvertures, où sont les fenêtres, quelle est la pression interne, est-ce qu'il y a un système de ventilation, est-ce qu'il y a un système de climatisation. Et donc, on a positionné les patients Covid avec le modèle numérique d'éternuement là où ils souhaitaient les mettre. Et on a fait tourner les simulations dans le contexte exact de l'hôpital pour en fait montrer la propagation des particules
au sein de l'ensemble de l'hôpital. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'un des gros vecteurs de propagation était les couloirs de cet hôpital. Et donc, le directeur d'hôpital, en voyant les résultats de simulation, a immédiatement compris la problématique et pourquoi son personnel était infecté. La machine à café et la fontaine d'eau étaient positionnées dans le couloir. Ce qui fait qu'à chaque fois, malgré toute la protection que le personnel médical mettait quand il rentrait dans la chambre du patient Covid, quand il en sortait, il enlevait sa protection pour boire un verre ou boire un café et il se faisait contaminer. Donc on a finalement créé un nouveau modèle d'application pour ce genre de technologie qui n'était pas du tout utilisé dans le passé. Et grâce finalement à cette intelligence collective, en connectant des besoins et des spécialistes, que ce soit des makers, des ingénieurs ou des scientifiques, on a pu apporter immédiatement une solution qui finalement était peu coûteuse à mettre en œuvre, puisque l'action immédiate, ça a été de déplacer la machine à café La Fontaine pour la mettre dans une pièce fermée et compartimentée, ainsi que la réduction du débit d'air et l'ouverture et la fermeture de quelques portes. Donc on ne parlait pas de millions d'euros d'investissement, c'était des investissements assez simples à mettre en œuvre. On a aussi du coup accompagné, donc là des projets un petit peu plus engineering, des respirateurs. Et là, l'intérêt d'une plateforme et du cloud ont été assez immédiats. Très rapidement, des équipes indiennes, donc là on parle d'équipes qui étaient basées à Mumbai, ont voulu donc utiliser une solution sur le cloud pour construire un respirateur d'urgence. Il y a eu beaucoup de projets de ce type menés par différentes équipes. Certaines étaient uniquement des makers, d'autres étaient en fait des collectifs où un certain nombre d'ingénieurs aussi contribuaient, puis d'autres étaient portés par quelques industriels. Et donc là, l'intérêt de ces projets-là, travaillant sur le cloud, ça a été finalement d'être en capacité non seulement de fournir à ces équipes des logiciels en ligne pour qu'ils puissent concevoir, simuler, non seulement simuler l'aspect résistance des matériaux, mais aussi l'ensemble du système à embarquer dans le produit. Donc là, vous voyez quelques petits résultats de simulation, mais ils n'auraient pas été capables fatalement de le faire seuls. Et donc, le fait d'être dans le cloud et dans une logique communautaire, des experts de simulation ont pu les aider sur la base de leur design à utiliser des outils de simulation de manière très efficace. Ce qui fait que sur un projet comme ça, en 8 jours, l'équipe, pour travailler en nuit et jour, l'équipe a pu prototyper un système de ventilation qui est en cours de certification. Et des comme ça, on en a eu un certain nombre, notamment en Amérique du Sud. Je parle volontairement de pays assez loin, puisqu'en France, les médias ont pas mal relayé les différents projets. Mais c'est pour dire que ça a touché finalement l'ensemble des pays. Ça touche encore, hein, parce que la pandémie est toujours face à nous et dans certains pays, elle est extrêmement virulente toujours. Un projet comme au Mexique, toujours mené de la même façon, a conduit à la production de respirateurs, qui ont été du reste présentés par le président mexicain et qui ont été distribués aux hôpitaux. Donc le point, en fait, c'est de dire, et en fait, on a pu voir arriver dans cette communauté des tonnes de projets, des splitters de valves menés par Parker Hannifin, ou des hacks, des masques Décathlon, ou des assistances pour ouvrir des portes sans toucher la porte. Donc de nombreux projets, du plus simple au plus complexe, avec comme objectif, de travailler ensemble et de pas refaire le monde chacun dans son coin, mais essayer de reprendre ce qui a pu être fait et de manière pertinente l'appliquer dans un autre domaine. On a bien vu que la chaîne industrielle était cassée et que ce soit la chaîne de sous-traitance en Chine ou dans d'autres pays, mais aussi la chaîne d'approvisionnement
d'approvisionnement. Et donc, avec des outils qui sont disponibles via ce genre de plateforme, qui historiquement sont plutôt pour des professionnels, mais mises à disposition finalement du grand public, enfin quelques personnes que ce soit, ont dû, par exemple, pouvoir sourcer des composants et donc offrir la plateforme de sourcing de composants qui historiquement est plutôt utilisée par des industriels qui recensent des dizaines de millions de composants standards, que ce soit des moteurs, des ventilateurs, des connecteurs, des roulements à billes. Donc tous ces composants sont en fait historiquement conçus par nos clients qui sont synthétisés et certifiés dans ce catalogue, et des moteurs de recherche puissants ont permis aussi d'identifier des composants qui étaient en rupture de fabrication de stock et trouver des composants analogues qui seraient dans d'autres pays toujours disponibles. Donc des services grâce à une plateforme en ligne, ont pu être finalement activés, et ce, avec des communautés qui se sont créées dans des pays différents pour pallier au manque qui était et qui sont toujours dans certains pays sur un certain nombre de catégories de produits. Donc voilà, en très bref, comment Dassault Systèmes modestement a essayé d'apporter son soutien à travers une plateforme numérique qui regroupe les talents, les connecter ensemble, apporter de l'expertise et faire en sorte que cette expertise soit distribuée pour connecter l'échelle locale, les besoins et les équipes et les fournisseurs, entre guillemets, pour pouvoir répondre aux besoins. Pour cette intervention, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, oui, je vous entends très bien et je vous vois. Donc merci, on va devoir conclure parce qu'on a pris un petit peu de retard. Merci à toi Frédéric, donc, je ne sais pas si tu as le retour. Merci à nos intervenants, Antoine, Christophe et Jean-Michel. En espérant qu'on va voir l'évolution de la crise, mais en tout cas, bon, on a vu dans cette table ronde qu'il y a pas mal de solutions qui peuvent être apportées par les labs et pas mal de façons de travailler différentes, et on peut espérer qu'elles soient mises en application très bientôt dans d'autres contextes et d'autres horizons. En tout cas, merci donc pour votre contribution, merci au public, et donc on se donne rendez-vous dans de meilleures conditions l'année prochaine ou dans les Fab Labs qui vous entourent près de chez vous, quoi. Merci à tous. Merci à la Mêlée Numérique de nous avoir accueillis aussi pour cet après-midi, et à très bientôt. Merci bien.